Bonjour à tous, merci de votre présence ce matin. Je suis Thierry Hulot, président du groupe allemand Merck en France et président du LEM. Et je suis heureux de vous accueillir ce matin pour cette traditionnelle conférence de presse du LEM à ce moment particulier de l'année qui est le PLFSS, et j'y reviendrai dans un instant. Mais avant, je voudrais accueillir ce matin également 3 autres administrateurs du LEM qui sont présents pour répondre à vos questions dans toute l'étendue de l'activité de l'industrie pharmaceutique en France. Par ordre d'apparition sur scène, j'allais dire, Jean-François Brochard, qui préside Roche en France. À ses côtés, Charles Wolff, directeur général de Sanofi pour la France. Et à mes côtés, Corinne Blachier-Poisson, présidente d'Amgen pour la France. Alors, vous allez me dire... oui, tous les ans, au mois de septembre, il y a la rentrée des classes et ensuite, on se voit pour parler du PLFSS. Mais je pense que nous conviendrons tous qu'aujourd'hui, nous sommes dans un instant politique extrêmement particulier. Le PLFSS doit être présenté, je veux dire, dans quelques jours, dans quelques semaines. Aucune indication, aucune direction, aucun arbitrage n'a encore filtré, parce que ça fait un certain temps qu'on attend un gouvernement en place. Et j'allais dire, presque affectueusement, mon 8e ministre de la Santé en 2 ans. Ce qui pose la question d'une certaine continuité de l'action sur laquelle on reviendra. Alors, l'attente de cet instant politique ne doit pas être au détriment de la santé des Français. Et ça, c'est nous, notre conviction industrielle du médicament. Nous sommes là pour servir nos concitoyens. Et les attentes... vous les avez rapportées à de nombreuses reprises, elles sont de 3 ordres. Le premier, c'est l'accès au traitement. Nous devons tout faire, et nous faisons tout, pour qu'un de nos concitoyens, au moment où il a une maladie quelle qu'elle soit, s'il a besoin d'un traitement, que ce soit un traitement de tous les jours ou la dernière innovation thérapeutique, mais en tant que citoyen français, le pays de Pasteur, le pays de la carte verte, il y a accès. Et il faut se battre sans relâche à ce sujet-là. La deuxième attente, et elle n'est pas des moindres, c'est avoir le médicament, c'est bien, mais dans un système de santé qui soit pérenne, qui fonctionne, qui soit fluide. Et il y a de nombreux challenges, et en industrie, en responsable, nous en sommes bien conscients. Et donc, il faut non seulement qu'il y ait un espace pour le médicament, mais qu'en industrie responsable, nous proposions aussi des plans d'économie soutenables pour garantir dans la durée notre système de santé. Et puis, nous sommes citoyens français, implantés en France. Nous sommes des entreprises qui créent de l'emploi, de la richesse dans les territoires, à peu près 120 000 collaborateurs, 270 sites industriels dans toute la France, et souvent dans des villes de moyenne, voire de petite taille. Et c'est extrêmement important d'avoir ce maillage territorial, cette activité des territoires. Une fois que je vous ai dit ça, ces 3 priorités, comment on se met, nous, entreprises du médicament, en ordre de marche pour y contribuer de manière positive? Nous avons une conviction que nous voulons partager avec vous ce matin, c'est que pour répondre à cette attente, ça ne se fera que si nous, entreprises du médicament, nous opérons dans un contexte économique viable et soutenable. Alors, nous avons depuis le début de l'année donné un certain nombre de conférences de presse sur des sujets, j'allais dire, focus assez précis, et je reconnais certains visages. Au mois de juin dernier, nous avons partagé notre baromètre de l'attractivité de la France, qui montrait que sur le podium européen du médicament, la France perdait du terrain et se déclassait. Avec cette double peine, cet effet ciseau, la taxation de l'industrie pharmaceutique en France est la plus élevée d'Europe, et en même temps, on a en moyenne des prix 20% plus bas que les plus grands pays européens. La conséquence de tout ça, c'est que quand vous avez des entreprises qui sont soumises à cette surtaxation, surbaisse des prix, vous baissez leur volant d'investissement. Il s'agit d'une PME, elle ne peut plus moderniser son outil industriel. Plus moderniser son outil industriel, c'est réduire sa capacité d'augmenter les volumes, de servir mieux les patients, et ça crée de la tension dans la chaîne. Vous êtes un plus grand groupe, ça diminue votre capacité d'investir en recherche et en développement, en thérapie de demain. De nombreuses thérapies sont encore en attente de traitement.
Donc il est urgent, et il est urgent dans ce PLFSS, de redonner de l'air à ce secteur qui est un contributeur majeur déjà en termes de taxation, comme je le disais à un instant. Alors, mes collègues iront plus dans le détail. Concrètement, qu'est-ce que nous demandons? Vous connaissez tous cette merveilleuse clause de sauvegarde. Donc la clause de sauvegarde, c'est quelque chose qu'a inventé le législateur il y a quelques années en arrière pour s'assurer que le montant du médicament remboursé, le fameux montant M, qui est voté par le Parlement dans le PLFSS, s'il y a un léger dérapage, ça n'impacte pas les finances publiques. Et donc la recette magique, c'est si on s'écarte de ce qui a été voté, l'industrie pharmaceutique en rend 70%. Dans les années précédentes, avant Covid, on était peu ou prou proche du budget voté, et donc la clause de sauvegarde s'exerçait ou ne s'exerçait pas, mais sur des montants, j'allais dire, non significatifs. Depuis quelques années, ça a totalement dérapé, c'est devenu hors de contrôle, et le gouvernement, l'an dernier, a dit on va quand même mettre un cap, et le gouvernement s'est engagé, ou le gouvernement précédent du moins, à un cap d'1,6 milliard de clauses de sauvegarde, c'est-à-dire 1,6 milliard de taxation de cette industrie, en plus de toutes les autres taxes sectorielles et des taxes qu'ont n'importe quelle autre industrie en France. Vous vous souvenez tous, il y a un an, des conclusions de la mission Régulation Financement du médicament, qui avait dit qu'il faut revenir à une clause de sauvegarde contrôlable, gérable, inférieure à 500 millions d'euros. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est une trajectoire de décroissance. De dire en 2024, déjà respecter l'engagement du gouvernement précédent et de la maintenir à 1,6 milliard. En 2025, de l'amener à 1 milliard, l'année d'après à 750 millions et en 2027 à 500 millions. Alors vous allez me dire, oui c'est très bien, vous êtes encore en train de dire, il n'y a qu'à aller prendre l'argent ailleurs et on connaît tous l'état des finances publiques. Ce que nous proposons aujourd'hui, et je crois que c'est totalement inédit dans l'histoire de l'industrie du médicament, c'est des mesures de financement pour permettre cette décroissance de la clause de sauvegarde. Et vous le verrez quand on va les détailler dans un instant, on n'est pas en train de dire il faut aller prendre sur le budget de l'hôpital, sur le budget des soins de ville. Nous proposons des efficiences dans l'économie du médicament. Nous proposons d'aller chercher des gains d'efficience dans l'économie du médicament pour réduire la pression sur la clause de sauvegarde avec, vous le verrez, 3 mesures extrêmement simples que nous développerons dans un instant. Et puis aussi, on a beaucoup parlé au moment du printemps du choc de simplification. Je peux vous dire que dans la régulation, dans l'économie du médicament, il y a des opportunités de simplification, passez-moi l'expression, à tous les coins de rue, qui fluidifieraient pour le patient le parcours de soins, qui mettraient aussi moins de pression sur l'administration et aussi sur l'industrie. C'est vraiment ce gain d'efficience toujours au service des patients français. Alors, avant de passer la parole à mes collègues, tout ce que je dis là, je ne suis pas le seul à le dire, ce n'est pas le LEM qui le dit, j'allais dire c'est devenu de notoriété publique. C'est très bien décrit dans le fameux rapport Mission Régulation Financement du médicament. Pas plus tard que la semaine dernière, le Conseil d'État a publié son rapport annuel sur la souveraineté de la France, avec cette phrase, c'est incroyable, l'industrie pharmaceutique fait face de la part de l'État à des injonctions contradictoires. On veut à la fois qu'ils relocalisent, qu'ils investissent en R&D, et on est constamment sur une politique de rabot des prix et de taxation. Ça ne peut pas marcher. Alors le Conseil d'État d'ailleurs dit qu'il y avait une logique en termes de finances publiques à avoir cette démarche de régulation financière. Le balancier est-il au bon niveau du curseur? Puis je ne sais pas si vous avez regardé en détail le rapport Draghi, l'ancien président de la Commission européenne, qui, lui, sur son rapport qui a été publié il y a une quinzaine de jours sur la compétitivité de l'Europe, dit mais faisons de l'industrie pharmaceutique en Europe une industrie stratégique pour notre compétitivité, pour notre indépendance sanitaire, permettons-lui d'investir au service de nos concitoyens, ayons une véritable, non seulement un choc de simplification, mais une révolution culturelle pour nous appuyer sur les outils de demain, notamment d'intelligence artificielle au service des essais cliniques, au service de l'innovation. Et ce sont tout un tas de pistes
que nous portons depuis un certain temps et sur lesquels nous allons revenir. Alors, voilà mon propos introductif. Je m'excuse s'il était un peu long. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à Charles Wolff qui va aller plus dans le détail des premières mesures. Merci beaucoup, vous m'entendez très bien. Merci beaucoup Thierry pour cette belle introduction et je pense une belle entrée en matière et on va détailler maintenant les éléments. Moi je vais commencer par la partie, par une demande très légitime. Nous, Français, vous, nous, on veut accéder à nos traitements et pour ça il nous faut une industrie du médicament qui soit forte, qui soit solide, qui soit souveraine et je dirais qu'il soit soutenable. Et c'est ce que je voudrais détailler maintenant. Alors, l'industrie du médicament en France, déjà, c'est une contribution à l'économie en général, à l'économie française, à la croissance française, exceptionnelle. On parle de 70 milliards de chiffre d'affaires, dont 34 milliards d'exportations. On parle aussi, en termes de recherche et développement, près de 6 milliards d'investissements, plus de 100 000 personnes travaillent dans notre secteur en France. Et on a près de 10 000 alternants. Donc on investit sur le futur. Tu as mentionné tout à l'heure, Thierry, les sites en France, 271 sites de production. Il y a 52 sites de bioproduction sur lesquels sont des sites innovants. Donc on travaille vraiment sur l'avenir, à la fois sur les technologies et à la fois sur nos collaborateurs. Ce qui est moins connu, c'est que l'industrie du médicament est le premier contributeur des économies, des contrôles des dépenses de santé en France. En 2010, on était à 12% des dépenses de santé en achat de médicaments. Aujourd'hui, on est à moins de 9%. Alors, Thierry l'a mentionné, il y a un mécanisme de régulation sur les prix. Il y a effectivement la fameuse clause de sauvegarde pour laquelle il y a une demande claire qu'elle soit progressivement diminuée, puisque 1,6 milliard, c'est quand même un record qui a été atteint. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres charges qui sont spécifiques à l'industrie médicaments que je voudrais mentionner ici. Alors, il y a les baisses de prix. On a à peu près quasiment 1 milliard, 867 millions d'euros de baisse de prix l'an dernier. Vous avez des taxes spécifiques, en plus de toutes les taxes classiques pour les entreprises. On sait qu'en France, elles ne sont pas les plus faibles dans le monde, mais plus de 800 millions d'euros de taxes. Et alors, il y a aussi un système de remise conventionnelle qui est assez méconnu et qui est très significatif. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez voir les prix publics sur Internet ou quand vous allez chez votre pharmacien, vous avez un certain prix, l'État paye beaucoup moins par des mécanismes soit de remise à l'unité, soit d'accord prix-volume, soit des volumes maximum et après c'est déjà plutôt à la charge de l'industriel. Et ce système de remise conventionnelle représente en 2023 8 milliards d'euros. C'était 6 l'année d'avant. Donc quand vous cumulez tout ça et vous comparez avec les chiffres qui sortent dans la presse sur les arbitrages budgétaires, vous voyez l'échelle de la contribution de l'industrie du médicament au contrôle des dépenses de santé en France. Donc on joue vraiment notre part là-dessus. La question maintenant, c'est est-ce que c'est soutenable? On va y venir sur la prochaine slide. On est aujourd'hui au milieu d'un effet ciseau. On a les prix les plus bas en France, alors 10% inférieurs au prix européen, voire plus si on se compare à l'Allemagne par exemple, des taxes bien supérieures à nos voisins européens, ce qui fait qu'on est vraiment dans une situation très compliquée. Et je pense que l'annonce ou la déclaration du Conseil d'État dans son étude sur la souveraineté qui a été publiée la semaine dernière montre qu'on arrive à la fin d'un cycle, on a fait le maximum. Donc il faut arriver à faire autrement. Et il y a aussi des études que je voudrais mentionner, qui sont des études indépendantes du Toulouse School of Economics, qui a mis en évidence que les prix bas en France sont associés à un plus grand nombre de pénuries. Donc bien sûr, les pénuries, c'est multifactoriel. Néanmoins, quand on a des prix plus bas, c'est ce que tu mentionnais, on a des problèmes d'investissement pour maintenir un outil industriel et au final, on fragilise cette industrie du médicament et on n'est pas capable de répondre à ce moment-là à l'attente légitime des Français d'avoir accès à leur traitement. Maintenant, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que avec le LEM souhaite être proactif dans ce cadre-là avec les autorités face aux choix politiques. On a plusieurs propositions. Il y a une première proposition qui vous sera détaillée tout de suite, dans un petit moment, par mon collègue sur
la transparence des données pour le baromètre d'attractivité. De quoi il s'agit? Il s'agit de partager les éléments qui permettent des prises de décision politiques pour assurer des décisions politiques pour une industrie du médicament qui soit soutenable. Je pense que tu vas y venir tout à l'heure, Jean-François. Il y a un deuxième élément, vous avez certainement vu, qui est plus public, c'est une campagne grand public, réduisons le volume. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de faire changer les comportements, d'agir contre la surconsommation de médicaments pour baisser les dépenses de santé et effectivement maîtriser les dépenses de santé dans un contexte démographique qui est le nôtre. Donc on veut vraiment être proactif parce qu'on est convaincu que notre problème aujourd'hui en France, c'est un problème de démocratie en santé, de démocratie sanitaire. Et dans une France que j'ai reconnue, que j'ai retrouvée il y a 2 ans, je peux vous dire que je pense que c'est même un problème de démocratie à proprement parler. La sécurité sociale, notre système de santé, c'est un pilier de notre société. Donc il faut vraiment adresser ce sujet avec un partenariat, une coopération au plus haut niveau. Je passe la main à Corinne qui va nous parler d'accès à l'innovation. Merci Charles. Donc bonjour à toutes et à tous. En effet, je vais me focaliser sur le sujet de l'accès aux innovations, parce que c'est aussi une des ambitions, comme l'a bien décrit Thierry, une des ambitions des industriels du médicament. Nous souhaitons permettre aux Français l'accès aux innovations qui leur changeront la vie. Alors, qu'est-ce que nous appelons une innovation thérapeutique? Nous les répartissions en 2 types. Il y a les innovations dites de rupture, qui révolutionnent la prise en charge d'une maladie, et les innovations dites incrémentales qui améliorent la prise en charge en addition à une prise en charge qui peut être médicamenteuse ou tout autre. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les Français ont accès à toutes ces innovations ? Pas vraiment. En fait, il y a régulièrement une évaluation, notamment du délai moyen d'accès des patients aux médicaments en France par rapport à d'autres pays. Et on voit que la France se situe, quand on la compare principalement à ses 4 voisins européens, on a un délai moyen de 527 jours, toutes procédures confondues, versus 126 jours en Allemagne. Retenez ces chiffres, c'est important. Et ce sont en fait des chances que l'on perd pour les patients français. Alors, comment raccourcir ce délai? Nous avons en fait des propositions à faire et nous voulons donc revenir et accélérer, optimiser l'introduction de 3 processus. Et je vais les détailler tout en étant rapide, je vous rassure. Nous avons l'accès précoce, l'accès direct et l'accès général qu'on appelle aussi l'accès de droit commun. Alors, l'accès précoce, ça consiste à donner accès à un médicament avant son autorisation de mise sur le marché. Ça fait suite à l'ATU, ça a été réformé en 2021. Les industriels, nous avons été impliqués dans cette réforme. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui, 3 ans après cette réforme, c'est que ça fonctionne. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont tout à fait probants. Les industriels ont joué le jeu, puisque 94% des médicaments qui ont eu une ASMR 1 à 4, donc qui sont considérés comme innovants par la Haute Autorité de Santé, ont fait l'objet d'une demande d'accès précoce. Deuxièmement, ça a permis de traiter environ 100 000 patients entre le début de la réforme, donc juillet 2021, et juin 2023. C'est les chiffres que nous avons. 100 000 patients. C'est plus du double des patients, des 50 000 patients que nous traitions précédemment sur une période équivalente avec l'ATU. Et nous avons, sur cette procédure, vraiment accélérer les délais, puisque nous passons en fait à 387 jours gagnés. Donc globalement des indicateurs positifs et qui sont tout à fait, qui sont une vraie satisfaction pour l'ensemble des acteurs et une victoire pour les patients. Alors je voudrais aussi tordre le cou à une fausse idée qui se répand un petit peu, qu'on a retrouvée d'ailleurs dans le rapport chargé produit de la CNAM, qui disait que cette réforme s'était faite au risque d'une explosion des coûts. Pas du tout. Nous avons fait des calculs avec le LEM et nous voyons que sur la période précédente, nous dépensions en net, et ça c'est très important parce qu'on ne peut pas voir ces dépenses en brut, 352 millions d'euros et on est passé à 377 millions d'euros. Donc on n'est clairement pas dans une explosion, surtout pour 2 fois plus de patients traités. Je pense qu'on est tous conscients que c'est une chance pour les patients français. Il faut toutefois être conscient que seuls les centres qui ont les moyens techniques et humains pour mettre en place ce type d'accès
peuvent donner donc le traitement à des patients sur le territoire français, que ce ne sont pas tous les centres en France, que les patients en ambulatoire, la médecine libérale n'a pas accès aux accès précoces. Donc il y a une véritable inégalité de traitement sur le territoire français et qu'il faut donc réfléchir à ça et travailler sur la suite de l'histoire. Juste avant de terminer sur l'accès précoce, il y a 2 points qui me semblent extrêmement importants et qui sont des sujets d'amélioration. Le premier, c'est que nous avons toutefois aujourd'hui un système et un suivi administratif et épidémiologique qui est très lourd. Nous étions tout à fait favorables à des études de suivi des patients sous accès précoce. Ces études sont lourdes, ne sont pas toujours opérationnelles et ne sont pas utilisées par la Haute Autorité de Santé pour évaluer les médicaments en vie réelle. Donc en fait, nous pensons, et nous avons des propositions dans ce sens à faire, que nous pouvons simplifier et valoriser toutes ces données pour une meilleure évaluation des patients et des traitements. Et puis, un point de vigilance. Depuis le début de l'année, nous avons observé qu'il y a une augmentation du taux de refus d'accès précoce par rapport à la période antérieure. Jusqu'à décembre 2023, nous avions environ 75% des demandes qui étaient acceptées par l'HAS. Depuis le début de l'année, en 6 mois, on est tombé à 60%. La tendance n'est pas bonne. Nous alertons les pouvoirs publics sur ce sujet. L'accès précoce ne peut s'adresser qu'à un certain type de médicaments pour certaines maladies et pour des traitements qu'on ne peut pas, qui n'ont pas d'alternative thérapeutique et pour lesquels on ne peut pas attendre. Donc ça ne peut pas être toutes les maladies et tous les traitements. Et je pense par exemple à toutes les maladies chroniques pour lesquelles on peut toujours un peu attendre, aussi bien l'ostéoporose, l'hypercholestérolémie, le diabète, des maladies dermatologiques non cancéreuses. Tout ça, ce sont des traitements qui en fait ne peuvent pas passer par des maladies qui ne peuvent pas passer par ce dispositif d'accès précoce. C'est pourquoi a été créé l'accès direct. L'accès direct, donc, qui a été introduit de manière opérationnelle il y a 1 an. Alors maintenant, je vais vous poser une question. D'après vous, combien de produits ont bénéficié de ce dispositif ? 3. Voilà, je vois qu'il y en a un qui suit très bien l'actualité. 3. Et combien ont eu sur ces 3 leur prix dans les délais impartis ? Un seul. Donc on ne peut pas parler d'un succès réel. Et donc on sait, bien entendu, nous travaillons dessus. Ce dispositif qui répond à un vrai besoin, donc il prévoit que dès qu'un médicament a eu une ASMR de 1 à 4, il peut démarrer sa commercialisation et sera remboursable sans attendre la négociation de prix au CEPS, ce qui est tout à fait un progrès. Mais en pratique, il faut que ça passe par l'hôpital, que la prescription soit hospitalière et que le patient aille à la pharmacie de l'hôpital pour récupérer son produit. Donc un dispositif qui est extrêmement contraignant et qui aujourd'hui n'attire pas beaucoup les candidats. Et donc là, nous pensons aussi qu'il y a des choses à améliorer et que nous avons des propositions concrètes à faire. Voilà, qui n'était pas tout à fait aligné avec le modèle allemand, mais qui allait tout à fait dans le bon sens, absolument. 3e point, c'est vraiment le modèle général, l'accès dit de droit commun, qui a pour objectif de sortir de ces procédures d'exception et de passer dans le système, on va dire, de droit commun, qui est celui de l'ensemble des médicaments pour le reste de leur vie sur le marché français. En fait, ce que nous souhaitons, c'est un passage fluide et rapide. Et donc, c'est vraiment cette priorité que nous appelons de nos voeux depuis de nombreuses années. Je vous ai donné tout à l'heure un chiffre sur les délais. Je peux vous donner aussi un autre chiffre qui est que quand on regarde les médicaments qui ont été approuvés par l'EMA en décembre 2023, il y en avait seulement 63% qui étaient disponibles en France contre 88% en Allemagne. Donc on a toujours un écart significatif avec nos voisins allemands et je ne vais pas multiplier les chiffres avec les autres pays. Je voudrais juste finir, parce que les statistiques, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est des cas concrets. Je vais prendre des cas concrets qui ne viennent pas de mon laboratoire.
Un cas concret d'innovation de rupture avec les thérapies géniques. Il y a 8 thérapies géniques qui ont été approuvées par l'EMA depuis l'introduction, le développement des thérapies géniques. Sur ces 8, une seule seulement, Luxturna, a eu un remboursement, a eu un remboursement en France de droit commun. Les 7 autres sont toujours en procédure d'exception ou en situation de blocage. Donc c'est une indication qui touche moins de 70% de patients, une dystrophie rétinienne héréditaire, donc une maladie extrêmement rare. Et on voit bien qu'il y a d'autres médicaments très intéressants aussi qui présentent beaucoup d'intérêt, qu'on appelle donc les médicaments de thérapie innovante, qui devraient bénéficier du texte qui était passé en LFSS 2023, qui prévoyait un mécanisme adapté à ce type de médicaments. En fait, ce texte n'a pas été mis en œuvre pour le moment, et donc on est encore dans une zone un peu d'attente, et rien ne bouge, et clairement, nous avons des propositions à faire pour débloquer cette situation et trouver des solutions adaptées pour ce type de médicaments. Je vais finir maintenant sur un médicament, sur une classe plutôt de médicaments, on va dire, d'innovation incrémentale. Alors j'avais un peu l'embarras du choix. J'ai choisi la migraine parce que ça touche des dizaines de milliers de personnes dans notre pays. Et la migraine sévère avec donc des personnes qui font plusieurs épisodes de migraine par mois. En fait, en 2018, une nouvelle classe de médicaments est apparue avec une première AMM au niveau européen. Plusieurs autres produits sont arrivés. Aucun n'est remboursé en France. Ces médicaments sont remboursés dans les 4 autres pays européens. Impossible de trouver une solution en France pour cette classe de médicaments. Pourquoi ? Parce que les règles françaises font que pour ces médicaments, il est demandé une économie par rapport à des médicaments qui sont considérés comme comparables, les médicaments de la migraine, qui sont très anciens, génériqués, avec des prix extrêmement bas. Et donc, en fait, aucune solution ne peut être trouvée et il n'y a eu aucune flexibilité par rapport à cette situation. Et je n'ai pas choisi cet exemple au hasard, c'est qu'il est aussi bien connu que la migraine était source d'arrêt de travail. Et vous avez entendu, comme moi, le directeur général de l'assurance maladie qui cherche vraiment à faire la chasse aux arrêts de travail. Donc là, il y a vraiment une opportunité de faire des gains sur une pathologie très invalidante pour les patients. Voilà. En conclusion, oui, il y a des améliorations qui ont été apportées à notre dispositif d'accès en France. Il y a une vraie volonté de transformer ce système, mais nous sommes en fait au milieu du gué. Il y a encore beaucoup de choses qui sont très complexes ou qui sont non opérationnelles, faute de textes d'application. Et donc, nous restons force de proposition avec des idées très concrètes pour améliorer cette situation. Et maintenant, je passe la parole à Jean-François. Merci Corinne, merci à vous trois. Bonjour à toutes et tous. Ravi parce que, en fait, ce dont vraiment je voudrais parler, c'est la question du financement de notre modèle de santé, en ce compris les investissements qui sont faits dans le médicament. Alors que dans le même temps, on n'est pas aveugle. On voit que la puissance publique, elle doit rétablir l'équilibre des comptes. Et on sait que c'est une équation difficile. Ce que j'aimerais faire, c'est présenter notre secteur, les entreprises du médicament, comme un secteur qui est à la fois contributif et responsable. Contributif, vous le savez sans doute, on est le premier contributeur aux économies du système de soins. Et de plus, par la mise à disposition des médicaments du quotidien et innovants, eh bien, on va évidemment aider les patients français et le système de soins à atteindre leurs objectifs de santé, améliorer la santé collective. C'est vraiment la contribution première de notre secteur. On est également responsable parce qu'on fait des propositions concrètes. Tu en as un petit peu parlé, tu as déjà donné un chiffre, Thierry. On va faire des propositions concrètes. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail. Elles sont concrètes, elles sont dans notre champ. On ne va pas les puiser chez les autres. C'est bien chez nous, on prend cette responsabilité. Donc on n'est pas le seul secteur, surtout en ce moment, qui a des exigences par rapport à la puissance publique, mais on est un secteur qui construit et on est un secteur qui répare. Alors, il est assez simple de comprendre pourquoi il est nécessaire de trouver cet équilibre entre les économies
économies pour le système de soins d'un côté, et puis la pérennité des entreprises du médicament, parce que tout simplement, on assume pleinement notre rôle d'acteur de santé engagé. Plusieurs éléments. On continue à mettre à disposition, faire tous les efforts pour mettre à disposition les médicaments du quotidien et puis les nouveaux médicaments qui sont innovants. Nous faisons la promotion active du bon usage du médicament. Tu en as parlé avec Thierry, avec cette campagne sur réduisons les volumes. Et puis, je vous le rappelle, nous contribuons de manière extrêmement forte aux économies de l'assurance maladie, je dirais de manière disproportionnée. Pour vous donner un exemple, en 2015, le poids du médicament dans l'investissement en santé que fait l'État, c'était environ 12%, un peu plus même. Aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure aussi, 8,9%. Donc on ne peut pas dire que ce soit le médicament qui est responsable de la dégradation des comptes publics. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que montre la réalité. Donc de ce point de vue-là, nous avons, en tant que secteur, le LEM, nous avons une exigence. Cette exigence première, c'est le maintien du plafond de la clause de sauvegarde. Tu en as expliqué les mécanismes, Thierry, à 1,6 milliard en 2024, avec une réduction progressive de manière aussi raisonnable à partir de 2025. Pourquoi cette exigence? Parce qu'il en va de l'équilibre du système. D'un côté, le besoin des politiques qui doivent s'appuyer sur nos solutions thérapeutiques, et puis continuer à mettre à disposition pour les patients. C'est vraiment faire en sorte que nous continuions à être un secteur qui contribue à promouvoir la santé en France. Au-delà de l'impact thérapeutique, médical pour les patients concernés, c'est aussi un impact qui est plus large pour l'ensemble du pays. Je pense par exemple en réduisant les hospitalisations. Les exemples sont extrêmement nombreux. La dialyse à domicile, la chimiothérapie orale, qui vont faire en sorte que les patients vont consommer moins de ressources hospitalières pour être traités au domicile, avec souvent d'ailleurs une expérience patient qui s'améliore. On parle beaucoup de prévention. Le rôle des entreprises du médicament dans notamment la mise à disposition de vaccins existants et nouveaux est absolument considérable. Un exemple, le papillomavirus humain, le HPV, ce fameux virus HPV. En Écosse, un pays qui a mis il y a maintenant plus de 15 ans, en place une campagne générale qui concerne quasiment 100%, 95% des jeunes Écossaises qui sont vaccinées. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a quasiment plus sur ces générations-là d'occurrence de cancer du col de l'utérus. En France, on n'en est pas encore là. Il y a les efforts, mais on n'est pas encore là. Ben là, le rôle d'une industrie comme la nôtre est absolument fondamental pour la mise à disposition de ces vaccins anti-HPV qui, in fine, diminuent les coûts du système de soins, mais surtout font en sorte que environ 1000 morts par an en France, aujourd'hui, au moment où je vous parle, peuvent être évités grâce à cette prévention. Et puis, je peux aussi être assez prolixe sur l'ensemble des innovations mises à disposition par notre secteur qui vont améliorer la qualité de vie, mais qui aussi vont alléger le poids du système de santé. Donc, vous comprenez assez aisément, j'imagine, qu'un excès de régulation, ça viendrait déstabiliser cet équilibre qui est déjà assez fragile, mais en le déstabilisant, aurait avant tout des effets qui sont délétères pour les patients. Dans le même temps, l'industrie pharmaceutique, les entreprises du médicament sont assez réalistes, lucides sur la fragilité du financement public. C'est le cœur de mon propos. Et donc, on fait une proposition qui est ce plan d'économie de 1,1 milliard d'euros par an, qui se décompose de la façon suivante. D'abord, 300 millions d'euros qui proviennent des mesures additionnelles sur la mise en place de campagnes sur le bon usage, le recours aux aides à la prescription par l'ensemble des médecins en France. Les premiers retours de la campagne de cette année sont excellents. Ça fonctionne. Effectivement, on produit à la fois des économies et on produit du bon usage. 500 millions à travers l'anticipation des paiements. Vous l'avez rappelé, tu l'as dit tout à l'heure, Charles, environ 7 à 8 milliards d'euros de remises qui sont payées chaque année par l'industrie à l'assurance maladie. Il se trouve que ces paiements adviennent
plusieurs mois, voire quasiment plusieurs années, en moyenne 1 année et demie, après leur occurrence. Donc, en réalité, l'État finance une dette. Si on somme les remises plus la clause de sauvegarde, c'est à peu près le même mécanisme, on pourrait réduire la dette de l'État de 10 milliards d'euros si on pouvait anticiper ces paiements. L'industrie pharmaceutique est parfaitement prête à anticiper ces paiements de manière à réduire le coût de cette dette, environ 500 millions d'euros par an en année pleine. Et puis le dernier point de notre proposition, pour arriver au 1,1 milliard, c'est le délistage d'un certain nombre de médicaments qui ont une prescription obligatoire. Et cette prescription obligatoire, elle va générer de l'inconfort pour les patients, de devoir de devoir prendre des rendez-vous pour avoir une prescription, parfois avec des spécialistes. Imagine dans des maladies que par exemple dans des mycoses relativement simples, devait faire tout ce parcours pour être remboursé de 2,5 € ou de 3 €, ça n'a pas beaucoup de sens. Et il y a beaucoup de patients, beaucoup de patients en France qui préféreraient effectivement payer ces 2 € et ne pas avoir à faire tout ce schéma complexe qui, de surcroît, coûte au système de santé. Et là, le chiffrage que nous avons fait monte à 300 millions d'euros environ en année pleine. Donc vous voyez qu'elles sont absolument considérables et ces économies contribuerait de manière très forte à l'équilibre du système et de façon à pouvoir redonner de l'oxygène à notre secteur qui peut continuer d'investir dans la recherche et le développement, dans les usines en France, dans l'employabilité de ses collaborateurs et dans la commercialisation de ces médicaments. Et puis, donc voilà le cœur de notre proposition. Et puis comme on est en France, et qu'on aime bien les normes, on aime bien l'administration. Notre demande ne serait pas complètement complète s'il n'y avait pas quelque chose autour d'un choc de simplification que nous demandons. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, en France, il faut moitié moins de temps pour publier au journal officiel une baisse de prix d'un médicament que la publication d'un nouveau prix pour un nouveau médicament. Et cette publication, en moyenne en France, elle prend 2 mois. C'est un jeu de signature. Tout le monde est d'accord, mais il faut quand même 2 mois. Donc voilà un exemple assez simple de choses qu'on pourrait mettre en place extrêmement rapidement à l'heure de la signature électronique. Il me semble que ce serait bienvenu. Donc ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est qu'il y a vraiment un changement qui est nécessaire dans le regard que doit adopter la puissance publique sur le médicament. Les entreprises du médicament proposent des solutions qui sont responsables pour assurer la pérennité d'un système de santé d'un côté, tout en mettant à disposition ces médicaments du quotidien, alors qu'on investit aussi au quotidien pour l'innovation thérapeutique de demain. Ce avec quoi je voudrais vous laisser, c'est que nous sommes un secteur qui construit et qui répare, et mettre en danger la soutenabilité économique de ce secteur, c'est réduire les chances de nos concitoyens d'être mieux soignés aujourd'hui et demain. Merci Jean-François. Vous l'aurez compris, nous sommes totalement mobilisés pour mieux soigner nos compatriotes demain. Et notre message au pouvoir public, au gouvernement qui est en train de se mettre en place, on est bien conscient de la contrainte du temps pour le PLFSS 2025. Ce n'est pas une raison pour l'immobilisme. Les Français méritent mieux. Et nous voulons être aidants, nous voulons aider et réparer. Nous avons des propositions extrêmement concrètes qui ne viendront pas alourdir le budget de l'État, qui simplifieront le système, qui simplifieront les parcours de soins, qui permettront de mieux soigner, une fois de plus, au pays de Pasteur. Je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Merci de vous présenter à chaque fois. Bonjour, Marie-Angèle Lefebvre, je suis journaliste pour l'APM. J'ai plusieurs questions d'abord sur le contexte politique. Est-ce que concrètement vous avez des liens encore avec les ministères et est-ce que les discussions sur le PLFSS sont en cours? Quelles sont les nouvelles que vous avez? J'ai une autre question sur le bilan de la campagne sur le bon usage. Vous avez évoqué des premiers retours très positifs. Est-ce que c'est possible d'avoir des chiffres?
Et enfin, sur la clause de sauvegarde, est-ce qu'on a une idée de comment pourrait être appliqué le plafonnement dont vous parlez à 1,6 milliard? Quelles sont les pistes pour le faire? Vous n'avez pas parlé des génériques et des biosimilaires. Est-ce que, selon vous, il faut qu'ils restent intégrés à cette clause de sauvegarde? Merci. Alors, il y a beaucoup d'éléments. Je vais commencer à répondre et puis mes collègues construiront derrière. L'État français a une force, j'allais dire, historique, presque depuis la Révolution française, c'est qu'il y a une administration en place qui assure la pérennité de l'État. Et chaque fois qu'il y a un changement politique, l'État n'est pas paralysé. Certains, même politiques, à un moment avaient dit qu'il faudrait peut-être mettre un spoil system un peu à l'américaine, où on change toute l'administration quand le gouvernement change. Ce n'est pas exactement ce qui se passe en France. Il y a une certaine pérennité de l'État. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, on peut discuter, mais ça a permis, depuis, j'allais dire, les 6 mois derniers qui se sont écoulés, d'être en dialogue permanent avec les différents bureaux de l'administration, d'avoir des échanges de points de vue, de temps en temps de dire soyons d'accord de ne pas être d'accord, mais au moins d'avancer. Ce qui manque là, c'est que ne pas avoir un gouvernement en place fait qu'il n'y a plus d'arbitrage politique. Et l'État français, qui est un État démocratique, a un Parlement, a un gouvernement qui donne le tempo politique. Et ensuite, l'administration applique les directives. Donc il n'y a pas de nouvelles directives. Donc on reste dans les couloirs de nage établis, ce qui est bien, parce que ça assure à court terme une certaine pérennité, ça ne permet pas d'améliorer, de réformer, de faire évoluer le système. Et c'est là où on dit 2025 ne peut pas être une année blanche. Là, vous n'avez rien reçu aujourd'hui. Vous n'avez connaissance d'aucune. Ah ben, si par hasard vous avez les premières lignes directrices de la guidance du PLFSS, je crois que même la commission des finances de l'Assemblée ne l'a pas. Donc nous sommes dans l'attente. Alors que normalement, dans le calendrier, à partir du début du mois d'avril, vous commencez à avoir des échanges. Non, alors généralement on échange sur les grandes lignes directives de là où est-ce qu'il y a à travailler, comme on vient de le faire, et cet échange a eu lieu très tôt d'ailleurs cette année, et de manière constructive. Par contre, généralement fin août, début septembre, on a une première indication de la tendance des arbitrages budgétaires et un partage un peu des premiers textes de loi en version draft, j'allais dire. Donc là, on n'en est pas là. Sur la campagne sur le bon usage, alors ce que je vais dire est à prendre de manière avec un peu de précaution, car c'est extrêmement préliminaire. La campagne date du mois de juin. Au-delà de la campagne de presse, réduisons le volume que vous avez vu, il y avait des actions très concrètes. Notamment, nous avons financé un éditeur de logiciels de prescription, parce qu'on ne voulait, nous, surtout pas intervenir là-dessus, pour qu'il y ait des pop-up chez les médecins généralistes et chez les gériatres, quand un patient reçoit plus de 5 traitements concomitants au-delà de 65 ans, car la science a montré que c'était totalement contre-productif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au mois d'août, sur le mois d'août, on a déployé en juillet, sur le mois d'août, un peu plus de 23 000 médecins généralistes français ont installé le logiciel. Sur ces 23 000 médecins, il y a 1,5 million de prescriptions médicales qui ont été faites au sujet âgé. Et sur ce volume de 1,5 million, les premiers chiffres qu'on a montrent que dans 250 000 cas, il y a un pop-up qui a eu lieu en alertant le médecin de l'intérêt de revoir l'ordonnance et de voir s'il y a manière à l'ajuster ou pas. Donc les premiers signes qu'on a, c'est que le système marche et que j'allais dire que ça marche massivement. Maintenant, il va falloir un peu plus de recul pour voir l'économie réelle, mais déjà, cette aide à la prescription, je trouve, est un pas fantastique et ça va se renforcer dans les mois qui viennent, vu qu'on est en train de lancer, là aussi de manière indépendante, on fait juste financer via un don, des webinaires d'éducation thérapeutique, de l'accompagnement pour les médecins sur le terrain. Dernière partie de votre question, le plafonnement de la clause de sauvegarde. Nous, ce que nous disons, c'est pour 2024, il faut plafonner à 1,6 milliard. Si jamais l'État, dans ses premières analyses, voyait qu'il y avait un dérapage, ça nécessiterait pour 2024 un PLFSS rectificatif, ou une loi de finances rectificative. Là, il faut déjà qu'il y ait un ministre qui soit en place. Pour 2025, toutes les mesures d'économie qu'on présente permettraient d'ajuster le fameux montant M, et de manière à ce que par calcul, on s'assure que la clause de sauvegarde passe à 1 milliard. Donc là, il y a un peu de mathématiques en colligeant l'ensemble des chiffres qu'on vous a donnés. Je ne sais pas si vous voulez apporter une précision.
Sinon, il y avait une question par ici. Oui, bonjour. Ça marche là? Laurent Barthélémy, agence France Presse. Que Choisir a publié un article ce matin, une prise de position où ils disent qu'on pourrait reculer les dates de péremption de beaucoup de médicaments. Alors, ils ont fait une étude en s'appuyant simplement sur l'ibuprofène et puis le Doliprane, mais ils disent qu'en réalité, les conclusions pourraient être étendues à bon nombre de médicaments. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour éviter le gaspillage, il y a du grain à moudre de ce côté-là? Tu peux commencer, Jean-François? Je ne suis pas plus compétent que d'autres pour répondre, mais en fait, j'ai pas lu l'article. En tout cas, dans le principe, si l'autorité réglementaire, l'ANSM, était d'accord pour explorer ces éléments, je ne vois pas pourquoi les industriels ne seraient pas collaboratifs sur ce sujet-là. Maintenant, spécifiquement, est-ce que je peux vous dire oui et non? Pas vraiment, mais en tout cas, travailler avec l'agence sur ces sujets-là me semble important. Vous me permettez de dire autre chose. On travaille aujourd'hui, par exemple, à un certain nombre de simplifications. On sait aujourd'hui que toutes les notices ne sont pas lues et qu'il y a d'autres moyens pour les patients de lire leurs notices. Ça fait partie aussi de toute cette simplification qui pourrait fluidifier, améliorer vraiment la chaîne de valeur qui amène à la continuité de traitement pour les patients. Donc ça va dans le même sens, mais très ouvert à ces questions-là. Si la science démontre qu'on peut étendre les durées de conservation des médicaments, bien sûr que ça peut améliorer la situation de manière générale. Je rajouterais juste... Vous savez comment elles sont fixées? Qui les fixe? Oui, des études on va y venir. Ouais. Tout à fait. Charles, tu veux Oui, commencer? en fait, je voulais finirai. compléter en disant que très souvent, on le fait proactivement. C'est des études de stabilité qui permettent de définir les dates de péremption. Donc il faut qu'on ait les études pour démontrer effectivement que le médicament est sûr et efficace ou le vaccin est sûr et efficace dans le délai. C'est des études de stabilité qu'on partage très souvent et qui fait que les péremptions augmentent. Oui. Et j'ai eu une lecture rapide de l'article que vous mentionnez. Déjà, il pose un problème extrêmement intéressant. Nous sommes tous mobilisés, j'allais dire, pour sauver notre planète. Et qu'est-ce qu'on a fait ces 30 dernières années? On a fait de la sécurité sanitaire, j'allais dire, quoi qu'il en coûte d'un point de vue environnemental. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir intégrer le facteur environnemental dans l'analyse du risque également. Et c'est un peu ce que propose l'article que vous mentionnez. Ensuite, j'ai un bémol, c'est de dire, au bout de 5 ans, je crois que c'est ce qu'ils ont fait, il reste encore 80% du principe actif. Donc, globalement, ça permettrait de soigner. Oui, les 20% qui se sont dégradés, il faut être sûr que ce n'est pas une impureté qui potentiellement pourrait être cancérigène, etc., etc. Donc, s'il y a des dates qui ont été mises, ce n'est pas parce que, obligatoirement, tout le principe actif a disparu. C'est aussi parce que les produits de dégradation qui peuvent apparaître au bout d'assez longtemps, sont-ils compatibles avec la santé humaine? Donc c'est là encore basé sur la preuve scientifique, mais nous sommes tout à fait partants pour avoir ce débat. J'ai vu qu'il y avait une autre question, madame, et puis madame. Bonjour, je m'appelle Iris Tréhin, je suis journaliste pigiste. Je voudrais revenir par rapport à la pénurie de médicaments. Donc en octobre dernier, le gouvernement a accordé une augmentation de 10% sur le prix de l'amoxicilline. En échange, les laboratoires s'étaient engagés à augmenter la production. Pourtant, il y a quand même eu des pénuries l'hiver dernier. Du coup, ma question, c'est est-ce que la production a réellement augmenté et de combien concrètement? Alors, vous partez d'un exemple d'un laboratoire particulier. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. On vous les fera parvenir. Ce que je sais, c'est que ce qui a été fourni en France l'an dernier en amoxicilline est largement supérieur aux quantités qui étaient mises à disposition avant le Covid. Et ce que l'on sait aussi, c'est entre ce qui est sorti des usines et ce qui a été consommé réellement, il y a un écart assez important. Donc il y a des boîtes partout dans le circuit de distribution. Et c'est pour ça qu'un des récents ministres de la Santé, Aurélien Rousseau, avait mis autour de la table toutes les parties prenantes, dont l'industrie pharmaceutique, mais aussi les distributeurs, mais aussi les pharmaciens d'officine, mais aussi les associations de patients, pour une charte de bonnes pratiques de distribution du médicament que nous, industrie du médicament, nous avons signé en 48 heures. Et derrière, nos pharmaciens responsables, dans chaque usine, dans chaque site, ont été formés et ont passé les messages. Et c'est notre lutte au quotidien. Comment fluidifier, améliorer
le service aux patients, pour lutter contre les pénuries, pour permettre l'accès, que le traitement soit une innovation de rupture ou une innovation incrémentale qui vous change votre petit bonheur du quotidien. Oui, bonjour Anne-Hélène Collin pour le quotidien du pharmacien. Dans son rapport chargé produit 2025, l'assurance maladie a glissé une petite idée de recyclage, enfin de réinjecter dans le circuit les MNU, en se basant, elle pense à faire une expérimentation avec les pharmaciens d'officine, et elle se base sur les résultats d'une étude en Hollande. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. MNU, médicaments non utilisés, que ce soit clair. Toute mesure de sobriété qui contribuera à protéger l'environnement, qui permettra de mieux utiliser le médicament. On parlait à l'instant, certains médicaments, vu l'explosion de la demande mondiale, sont en tension. Si on n'en jetait pas, j'allais dire, inutilement, c'est parfait. Ensuite, il y a tout le problème de la traçabilité. Il faut s'assurer que le médicament qui serait remis dans le circuit soit absolument intact, n'ait pas été contaminé ou n'ait pas été stocké dans des conditions qu'on ne connaît pas. Une boîte de médicaments qui est stockée dans une de nos usines en France est stockée entre 18 et 25 degrés. Sinon, on ne peut pas la mettre dans le réseau de distribution. Chez moi, dans mon armoire pharmacie, vous ne savez pas si elle est à côté du radiateur ou pas. Donc, est-ce que ça accélère la dégradation? Voilà. Il y a quand même des questions de sécurité sanitaire, mais ce sont des pistes à explorer parce que ça contribue à la sobriété médicamenteuse. Et là, il faut trouver le bon équilibre, fluidifier le système sans mettre en danger la sécurité de nos concitoyens. Et quid de la sérialisation qui a été mise en place et qui vous a aussi pris beaucoup de temps et d'argent? Alors, la sérialisation et le fait que les boîtes sont scellées est peut-être un moyen de pouvoir en remettre à terme dans le circuit. Mais là encore, il y a un choix politique. Il faut mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Donc, il faut une volonté politique forte. Mais, je crois que Jean-François l'a très bien dit, Corinne et Charles aussi, nous serons à ce rendez-vous. Bonjour, Judith Chétrid pour Politico. Deux questions. Vous appelez un renforcement du contrôle du Parlement sur l'exécution de la loi de financement de sécurité sociale. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Deuxièmement, vous mettez l'accent sur la sanctuarisation du crédit impôt recherche. C'est naturellement un gros sujet en ce moment en avant du PLF. Comment comptez-vous faire valoir vos arguments auprès de l'exécutif et des législateurs? Et qu'est-ce que ça représente pour l'industrie pharmaceutique à date, le CIR? Alors, votre première question, d'augmenter le contrôle du Parlement. J'ai un peu suivi le débat politique ces 6 derniers mois. Je n'ai pas vu un parlementaire dire qu'il fallait faire le contraire. Nous, on veut apporter 2 exemples assez concrets. Où vous avez fait un PhD en PLFSS, ou en tant que parlementaire, quand vous recevez les 500 pages du PLFSS, bonne chance pour savoir intuitivement qu'il faut aller lire en détail l'annexe 7. Et excellente chance pour comprendre que quand on vous dit, j'ai plus le texte exact l'an dernier, mais c'était un peu de ce verbatim-là, la mesure que nous prévoyons pour arriver à l'équilibre budgétaire dans les délais impartis augmentera le rendement de la clause de sauvegarde d'à peu près 300 millions. La moitié des parlementaires ont dit, mais de quoi l'industrie pharmaceutique se plaint? Le budget du médicament est d'une 30aine de milliards, 300 millions, ce n'est pas le problème. Non, non. Ce qu'il fallait lire, c'est on va leur rajouter 300 millions en plus des 1,3 milliard existants déjà. Et donc, on dit où est la sincérité des comptes pour qu'un parlementaire puisse exercer son juste devoir démocratique de défendre nos concitoyens en toute connaissance de cause. Et ça a été rappelé par la Cour des comptes en disant il y a une question sur la sincérité de présentation des comptes à la représentation nationale que nous avons tous élus. Votre deuxième question sur le crédit d'impôt recherche, si un d'entre vous veut intervenir ou sinon je... le crédit d'impôt recherche, qu'est-ce que c'est ? Après, juste peut-être je débat et je te laisse partager les chiffres plus. Il y a vraiment une fausse croyance sur le crédit impôt recherche. Il y a une contrepartie automatique. Un crédit impôt recherche, c'est un crédit qui va en face d'un projet long terme d'investissement. Donc après, je te laisse peut-être détailler les chiffres ou les éléments au niveau global, mais je pense qu'il faut surtout se rendre compte que l'industrie pharma, c'est les chiffres que vous avez présentés, c'est 6 milliards d'investissements en R&D. C'est considérable pour notre pays. C'est ce qui nous assure aussi la souveraineté en innovation.
Donc le crédit d'impôt recherche, oui, mais ce n'est pas un cadeau à l'industrie. Il y a une contrepartie derrière avec des investissements très forts sur des projets de l'industrie. Mais je te laisse compléter. Je crois que tu as été complet. Ce que je veux simplement dire sur le crédit d'impôt recherche, c'est quelque chose qui a été mis en place en France il y a maintenant plusieurs années. Et comme disait un ancien président de la République, l'idée était tellement mauvaise que tous nos voisins européens nous l'ont copiée. Et maintenant qu'ils nous l'ont copiée, nous, Français, on est en train de dire mais il faudrait peut-être qu'on arrête. Non, parce que ça contribue à exactement ce que Charles vient de décrire. Si on veut faire de la France un leader, un champion de l'innovation en santé, il faut soutenir les entreprises, il faut les encourager à investir. Bien entendu, il est hors de question de faire un chèque en blanc. Ce sont des contreparties, c'est des projets qui sont publics, qui peuvent être contrôlés et qui contribuent au bien public. Et, lecture du rapport Draghi. Bonjour. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête. Marianne, peut-être ? Il y a des données globales qui sont rendues publiques chaque année par le ministère de la Recherche. Après, ce sont des données qui sont agrégées par groupe de secteur. C'est un détail qu'il faudrait demander au ministère, parce que c'est le ministère de la Recherche et qu'on nous demande depuis des années. Alors, nous sommes tout à fait favorables à ce que, quand on prend l'enveloppe au niveau de toute l'industrie du crédit d'impôt recherche, le ministère publie dans le détail, par filière professionnelle, comment ça a été splitté. Nous sommes dans une démarche de transparence, comme tout le monde. Tu me permets de... Parce que la question est excellente. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est un sujet stratégique et c'est un sujet d'allocation de ressources. D'abord, comme tu l'as dit, Charles, c'est pas parce qu'on va éliminer le crédit impôt recherche que tout à coup on va faire ses économies. Mais que veut ce pays, quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on valorise la recherche et les fruits qu'elle amène, c'est-à-dire le progrès thérapeutique qui repousse les frontières de la maladie, qui permettent à des patients de vivre bien mieux, d'être souverains sur la propriété intellectuelle en France? Qu'est-ce qu'on veut dans le pays? Et je pense que ce crédit impôt recherche est excellent parce qu'il rend plus attractifs les investissements en recherche et en développement qui amènent à un moment donné, où les produits de santé, et en particulier les médicaments, des choses qui sont innovantes. Vous imaginez aujourd'hui ne plus vivre sans les vaccins HPV, ne plus vivre sans l'immunothérapie dans les cancers. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 15, 20, 30 dernières années qui a vraiment révolutionné la santé? Ce sont les produits de santé qui, en majorité, ont amené quelque chose de formidable pour la vie et le quotidien des patients, parce que des entreprises ont travaillé en collaboration avec des instituts souvent publics et privés, investi dans la recherche, pris des risques et fait en sorte qu'on a mis à disposition, in fine, après un parcours qui est très long, ces médicaments. Et donc le crédit impôt recherche, c'est une garantie d'attractivité pour la recherche et le développement dans notre pays. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut? Donc c'est vraiment une question essentielle. Évidemment, notre réponse à nous, c'est préservons cet élément d'attractivité parce que c'est bon pour le pays, c'est bon pour l'emploi de jeunes PhD, de doctorants, etc. Donc c'est quelque chose d'absolument important. Faire des économies là-dessus, c'est insulter l'avenir de nos concitoyens quant à la possibilité en fait, d'avoir des produits de santé innovants pour demain. Bonjour, Hervé Ricard, pharmaceutique. J'ai deux questions. La première, c'est un point d'étonnement sur l'accès direct. Vous avez dit qu'il n'y avait que 3 produits, dont un seul qui a eu son prix dans les délais. Mais combien de demandes? Où est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que ce sont les industriels qui n'y vont pas? Vous avez évoqué le fait que ces produits sont prescrits et délivrés uniquement à l'hôpital, mais c'est assez logique pour des produits innovants, pour lesquels le bon usage peut être complexe et qui réclame un profil de sécurité en termes de prescription. Donc, où est-ce que ça coince? Et la deuxième question, c'est, il me semble que vous deviez publier en septembre ou octobre une version actualisée de votre Horizon Scanning. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ou est-ce que, comme vous ne savez pas avec qui en parler, pour l'instant, c'est repoussé? Mais s'il est prêt, est-ce qu'on peut avoir un petit teasing? Je vais répondre à la première question. Donc ça va être très rapide sur l'Horizon Scanning. Oui, nous travaillons toujours dessus. Oui, nous vous inviterons à une conférence de presse où nous vous enverrons un dossier presse sur le sujet. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais cet horizon scanning est indispensable dans la réforme de la gestion de l'économie du médicament en France. Pour faire court, pourquoi on se voit tous les ans pour le PLFSS? Parce qu'on considère encore dans ce pays que la maladie commence le 1er janvier, va s'arrêter le 31 décembre, on verra l'année d'après.
alors que toute démarche de prévention devrait s'inscrire dans un plan pluriannuel. Donc il y a un plan pluriannuel pour les armées, pour tout un tas d'industries, il n'y en a pas pour les comptes sociaux. Et dans les comptes sociaux, j'inclus le médicament. Donc cet horizon scanning, nous on veut y contribuer pour préparer nos dirigeants aux innovations de rupture qui vont arriver demain et qu'on réfléchisse ensemble, si ceci arrive, quel impact ça va sur notre système de soins, comment on va commencer à anticiper, à le transformer, de manière à ce que le jour où cette innovation de rupture pourra générer des économies dans le parcours de soins, on sache capturer l'économie et on sache accueillir l'innovation. Clarisse. Accès direct. Accès direct, bon, il y avait beaucoup de questions dans votre question. Je vais reprendre un peu. J'ai bien dit tout à l'heure que ce sont des traitements pour des maladies chroniques pour la majorité. Donc, ils ne rentrent pas dans l'accès précoce. Donc, je ne suis pas sûre que l'hôpital soit nécessairement le lieu idéal de prise en charge de ces patients. Le seul produit qui soit allé au bout de la démarche accès direct et qui ait signé son prix, c'est un traitement du vitiligo. Le vitiligo, c'est pris en charge par les dermatologues, principalement de ville. Les patients n'ont pas besoin de se rendre à l'hôpital. En revanche, ils devaient se rendre à la pharmacie hospitalière pour récupérer le produit. Donc, vous voyez, on est quand même dans une démarche très contraignante qui fait que tous les patients ne vont pas pouvoir le faire. Tous les patients n'habitent pas suffisamment près pour aller chercher ce traitement, qui est un traitement en crème qui ne demande pas une administration particulière. Donc, vous voyez, en réalité, on a choisi ces contraintes de prescription et de délivrance pour des raisons de contrôle de l'administration, qui veut être sûr qu'il y a un bon encadrement et un bon suivi de la prescription par l'hôpital et pas par la médecine de ville. Donc il y a une sorte déjà dès le début d'incohérence entre l'objectif qui est justement de sortir du système de l'accès précoce, comme je l'ai dit, qui peut être pris en charge que dans des centres cliniques ou centres hospitaliers publics, et des maladies qui, elles, sont des maladies ambulatoires. Voyez, donc déjà, ce point-là est extrêmement restrictif. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est en période de test. Donc, en fait, il y a une durée prévue avec un arrêt. Donc, il y a aussi cette question de pérennité. Et puis, la question de la fixation du prix doit être faite en 10 mois. Et là, pour les industriels, évidemment, c'est un enjeu majeur qui est que si on ne trouve pas de solution, vous retirez votre produit et vous vous retrouvez, vous ne pouvez pas refaire plusieurs fois plusieurs accès directs. Donc, heureusement, il y a eu des discussions avec le CEPS là-dessus pour essayer de fluidifier cette procédure. Alors maintenant, sur la question, est-ce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui ont hésité? Ça, je ne suis pas en mesure de vous dire. Ce que je peux observer, c'est qu'il n'y en a que 3 qui ont, après réflexion, décidé d'y aller. D'accord, mais 3 qui y vont, mais est-ce qu'il y a eu plus de demandes initiales? Ah non, mais en fait, c'est 3. C'est vous y allez, il faut qu'il y ait un échange avec le comité, et ensuite il y a une publication qui dit, ça y est, on est rentré en accès direct pour ce médicament X, et maintenant les patients peuvent aller avoir leur boîte et ils auront le remboursement. Et voilà, donc il y a une officialisation. Donc l'officialisation, elle a été faite pour 3 dossiers. Et après, je pense que le chiffre, il ne faut pas le chercher en pourcentage, il faut le chercher en impact patient. Donc ça veut dire quand même que 3, et dont un seul, finalement, a touché des patients. C'est ça qu'il faut retenir, plus que le pourcentage. Sur l'accès précoce, Corinne, vous parliez tout à l'heure de 100 000 patients qui ont eu accès à un traitement contre 50 000. Est-ce que vous avez une idée du nombre de patients qui auraient pu bénéficier de ces mêmes traitements s'ils avaient été en accès normal et si ça n'avait pas été un accès limité, parce que l'accès précoce, ça reste un accès limité. Et enfin, parce que je sais que c'est un sujet que vous connaissez, est-ce que vous pouvez me confirmer que les nouveaux antimigraineux, pour les nouveaux antimigraineux, seule la France et la Pologne en Europe ne disposent d'aucun de ces nouveaux produits remboursés? Ouais. Bon, vous avez déjà la formation. Pour les antimigraineux, en tout cas, rien n'a changé à ma connaissance. À la lecture ce matin des médias, ça n'a pas été remboursé en France et je ne crois pas que ça le soit en Pologne à ce jour. Pour revenir sur l'accès précoce, c'est une très bonne question, mais qui est très difficile, à laquelle il est très difficile de répondre. Parce qu'en effet, l'HAS donne l'accès précoce
pas systématiquement dans l'ensemble des indications de l'AMM et peut être amené à l'être donné uniquement dans certaines indications sous population. Donc, on a un effet déjà restrictif du fait de l'accès précoce. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a l'accès au médecin qui va pouvoir vous prescrire cet accès précoce. Donc, on est évidemment dans une population qui a vraiment le médicament, le traitement dans la vraie vie, qui est très significativement inférieur à la population éligible théorique. Maintenant, est-ce que c'est moins 10, moins 20, moins 30% ? Ce calcul n'a pas été fait. En plus, il faudrait le faire produit par produit. Donc, nous ne sommes pas capables à ce stade de répondre. Mais vous avez raison, il y a un écart entre la population de l'AMM, qui a de fortes chances d'être la population finale, et la réalité des patients, du nombre de patients traités. Ah, j'ai juste une question. Il y a 7 ou 8 questions en cours, hein, donc on va vous donner le micro au fur et à mesure. Ça va être rapide. Bonjour, Alexandre Beau, Espace Européen. Je reviendrai sur la question d'attractivité tout à l'heure, le mot magique a été prononcé, à savoir le rapport Draghi, qui fait 400 pages aussi, je vous invite à le lire si vous avez passé du PLFSS. Il y a un point qui a été affiché, notamment c'est les questions d'échelle. On parle d'attractivité du pays, mais le rapport Draghi dit qu'en gros, la question n'est pas l'attractivité du pays, la question est l'attractivité du continent et son décrochage vis-à-vis des marchés américains et asiatiques. Quelle lecture en faites-vous, sachant qu'on parle d'attractivité, de recherche et développement, d'accès précoce, et à ce niveau-là, la réponse semble être plus européenne que franco-française. Merci. Je peux commencer. Je ne le connais pas personnellement, monsieur. Je n'ai pas lu les 400 pages. J'ai lu les gros titres et certains passages. Et effectivement, il a raison. On peut être compétitif à l'échelle de la France si on veut vraiment, à l'échelle du monde, être un continent qui compte en ce qui concerne l'innovation en santé. C'est à l'échelle européenne qu'il faut qu'on considère nos actions et pas seulement à l'échelle française. Maintenant, ça ne peut pas se faire sans un concours de la France. La France ne peut pas rester à l'écart de cette démarche-là. Mais vous avez raison, et je suis tout à fait d'accord avec les conclusions, c'est à l'échelle européenne que nous devons investir. Et la France a des atouts considérables pour être un acteur contributif et vraiment important au sein en tout cas à l'échelle européenne dans le domaine. Je voudrais compléter, vous avez raison, l'accès aux États-Unis et en Europe, il est quand même beaucoup plus rapide aux US, avec une FDA qui accepte des procédures accélérées et avec des AMM conditionnels qui sont revus plus tard. Alors l'EMA a bien évolué dans ce sens-là, mais clairement aujourd'hui on voit bien dans nos groupes que c'est systématiquement la FDA qui accorde dans 90% des cas l'AMM en premier. Mais surtout, je pense que, par exemple, il y a des sujets, et je me place au niveau européen, la recherche clinique. Actuellement, l'Europe est en train de prendre du retard pour des questions de délai, d'une procédure extrêmement lourde, avec une plateforme qui ne fonctionne pas bien. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes. Nous avons des experts OLEM qui peuvent répondre à ce type de questions, mais clairement, l'Europe prend du retard sur le sujet de la recherche clinique, alors que nous avons dans tous les pays européens, et notamment en France, des centres très performants, très bien équipés, mais les procédures administratives font que on n'est pas aussi attractif qu'on pourrait l'être. Et alors, dans le concert européen, c'est vrai que la France n'est pas... en plus, on a encore plus de boulets à tirer dans cette course, parce que maintenant c'est vraiment une course aux essais cliniques et qui est extrêmement important dans tout ce qu'on discute sur l'attractivité du pays et de l'Europe. Donc voilà, c'est un exemple que je voulais partager. Après, on vous parlait beaucoup d'attractivité économique, et je souscris à tout ce qui a été dit, bien entendu, et lisez le rapport, au moins les 2 premières pages. Il est vraiment super éclairant et très intéressant. Mais je pense qu'il faut aussi parler des patients et de la situation démographique de notre monde. On sait tous qu'on a une courbe des âges, en France, en Europe, en Asie, dans certains pays, qui implique que si on n'a pas les bons médicaments, les bonnes innovations demain pour gérer quelque part cette croissance des personnes âgées et une décroissance des personnels soignants, c'est au-delà de la souveraineté économique. Je reviens sur, c'est un enjeu de démocratie sanitaire, voire plus dans notre pays. Donc je pense qu'il faut vraiment se saisir de ça, sur toutes les composantes qu'on vous a partagées ce matin, parce que sinon on va au-devant de grandes difficultés, je dirais, de notre démocratie sanitaire.
Alors j'ai une question de Zélia Chaffin du Monde, donc, qui suit à distance la conférence. En quoi la campagne du bon usage est-elle une nouvelle piste d'économie, car c'était une piste d'économie actée lors du dernier PLFSS avec les baisses de volume de vente? Alors, je vais être un peu brutal, mais il y a la différence entre l'incantatoire et l'action. Nous, entreprise du médicament, on est dans l'action. Parce que dans le PLFSS 2024, ils ont plugué un chiffre, il n'y avait aucun plan derrière. Pendant 6 mois, on a demandé à rencontrer le directeur de la CNAM parce qu'on avait des propositions à faire très concrètes. Et certains d'entre vous, quand notre campagne « Réduisons le volume chez les personnes de plus de 65 ans » est sortie, m'ont contacté en disant « Écoutez, Thierry, il y a un truc qu'on ne comprend pas bien. C'est vous, industrie du médicament, qui êtes en train de dire qu'il faut en consommer moins. » Oui. La campagne, ce serait une campagne de santé publique. Ce serait une campagne de prévention. Mais si on doit être les seuls à la faire, on sera les seuls à la faire. Et nous, notre plan, quand Jean-François a dit on va proposer 300 millions d'économies supplémentaires, c'est qu'on a un projet à présenter à l'assurance maladie, de dire travaillons ensemble, mettons en place des critères de mesure objectifs et allons travailler ensemble sur le bon usage de l'antibiotique, allons travailler sur l'optimisation de certains parcours de soins. À un moment, il faut passer de l'idée à un plan extrêmement concret. C'est ce qu'on a fait cette année sur la polymédication du sujet âgé, sensibiliser les sujets âgés, et on le publiera d'ici quelques temps. Notre campagne a été vue, je crois, par plus de 70% des personnes âgées, d'après les retours médias que l'on a, mais aussi aller accompagner les médecins, aller éduquer les pharmaciens, avec des mesures très concrètes, logiciel d'aide à la prescription, webinaire et critères de mesure derrière. Il faut aller dans le concret. C'est ça la différence que l'on apporte. Excusez-moi, juste une précision. Vous soutenez également le bilan partagé de médication aux médecins pharmaciens parce que c'est proposé notamment dans le cadre de la convention médicale. Donc c'est complémentaire ou concurrent ces deux dispositifs? Mais il n'y a pas de concurrence quand il s'agit de mieux soigner. Tout ce qui contribue au bon usage, on y va tous. Point. Oui, bonjour. Philippe Leduc, plus globalement, le déficit de l'assurance maladie est très important et perdure. Il n'y a pas d'amélioration jusqu'en 2027 et après, on ne sait pas. Il y a 3 milliards de plus par an uniquement du fait du vieillissement de la population. Les hôpitaux publics réclament 6 milliards de financement de plus. Donc, ce que disait la présidente de la Chambre 6 de la Cour des comptes, on arrive à un moment de bascule. C'est-à-dire que la CADES ne va même pas suffire à rembourser le déficit, et on voit bien que la situation est terrible, et pas simplement au niveau de l'assurance maladie et de la santé. Alors vous l'avez dit un petit peu au niveau de la démocratie sanitaire, mais est-ce que les industriels du médicament ont une vision de l'avenir? Parce que vous faites des économies, on va dire peut-être certains des petites économies. Comment ça va tenir? Est-ce qu'il va y avoir un écroulement, une privatisation du système de santé, une financiarisation? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce qu'il faut modifier le régime ZLD? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous avez des perspectives dans ce domaine? Je commence et puis vous interviendrez si nécessaire. Vous avez déjà entendu une filière industrielle dire au moment du budget on vous propose 1,1 milliard d'économies? Moi, jamais. Donc en termes de petites économies, je pense au contraire qu'on va assez vite servir de rôle modèle sur comment une filière doit contribuer justement à la démocratie sanitaire. Ensuite, ce que vous dites, c'est tout le problème de l'horizon scanning. C'est tout ce qui est dit dans ce rapport financement-régulation du médicament qui insistait sur l'urgence de passer d'une vision comptable en année à quelque chose de pluriannuel et d'anticiper d'un point de vue démographique ce qui va changer. Je préside aussi la commission protection sociale du MEDEF. Et le sujet de la dépendance et du grand âge et comment on va arriver à accompagner les personnes âgées, nos aînés, sans que le système financièrement s'écroule, est un vrai sujet. Ça rentre aussi dans l'horizon scanning. Et il y a nécessité là d'un pilotage politique, et d'un pilotage politique qui ne dure pas 3 mois, un pilotage politique dans la durée. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années? Depuis 7 ans, on a eu le même ministre de l'économie et des finances. En même temps, on a eu, je crois, 8 si ce n'est 9 ministres de la Santé. Ben, ça ne donne pas la même continuité politique. Et il y a urgence à agir, sinon le scénario
catastrophe ou au moins noire que vous dressez se produira, nous sommes mobilisés pour qu'il ne se produise pas. Moi, je voudrais juste compléter sur une autre dimension. Bon, notre rôle n'est pas, nous sommes des industriels, nous réfléchissons à comment notre activité peut s'intégrer dans une politique économique favorable. En revanche, ça fait des années que nous essayons de mettre en avant l'impact positif des innovations sur l'organisation des soins, par exemple. Il y a plusieurs études qui ont montré que dans d'autres pays, une bonne utilisation de certaines classes de médicaments a réussi à réduire le nombre de lits dans certaines spécialités et de réallouer les ressources dans un hôpital d'une situation, d'une activité d'un département vers un autre. Or, le défi dont vous parlez, il est en effet, avec tout le monde qui vient en disant j'ai besoin de 6 milliards, etc., il est assez classique d'une réallocation. Alors, une réallocation des ressources à une échelle nationale, c'est extrêmement complexe, mais en tout cas, nous, ce que nous pensons depuis plusieurs années, c'est que nos innovations peuvent aider à une réallocation efficiente des ressources. Or, en fait, il n'y a jamais de plan d'organisation de notre système de soins qui ait mis l'efficience au centre du système. Et donc, en fait, on parle toujours d'expansion des dépenses au lieu de réfléchir à comment utiliser ces ressources qui restent importantes, très importantes, au mieux. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que nous pouvons apporter des éléments. Et je rejoins ce que disait Thierry. Voilà, on est plus dans l'action. C'est peut-être plus modeste, mais en tout cas, ça permet peut-être d'utiliser mieux nos ressources que ça ne l'est fait aujourd'hui. Autrement dit, et c'est un peu l'injonction contradictoire qui a été mentionnée dans le rapport du Conseil d'État, c'est pas en disant on va diviser par 2 le prix du médicament qu'on va résoudre le problème, parce que le médicament résout beaucoup de problèmes et génère beaucoup d'économies. Donc on le regarde de façon intégrée, on est proactif dans les propositions qu'on fait. Je pense qu'on va très loin comme secteur. Ce que tu as mentionné, Thierry, les secteurs qui proposent des économies de plus d'1 milliard, il n'y en a pas. Oui, Iris Tréhin à nouveau. J'aurais aimé une précision parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a les prix les plus bas d'Europe et c'est ce qui explique les pénuries. Mais nos voisins européens ont eux aussi des pénuries de médicaments, alors que du coup, selon vous, ils ont les prix les plus hauts que chez nous. Comment on peut expliquer ça ? Alors, vous avez fait un raccourci, parce que on a fait déjà une conférence de presse sur le sujet des pénuries. On a un dossier total de propositions de lutte contre les pénuries. Laissez vos coordonnées, notre service de communication vous l'adressera. Ce que l'on dit, c'est que les pénuries, c'est extrêmement compliqué et c'est multifactoriel. Pourquoi ? Parce que fabriquer un médicament, c'est extrêmement complexe. Je vais juste vous donner un exemple très simple. Mon laboratoire fabrique un anticancéreux de référence. On maîtrise la chaîne de production en interne à 100%. Rien n'est sous-traité. Il y a 100 composés différents qui rentrent dans la fabrication. Il y a 20 étapes de fabrication clés. Il y a 7 sites industriels impliqués. À chaque étape de fabrication clé, les 20, il y a un dossier de lot et des contrôles extrêmement détaillés. Au moindre contrôle qualité hors de norme, la production s'arrête. Donc là, tout ça pour la sécurité du patient. Et c'est ce qu'il faut. Donc c'est un processus très complexe, très réglementé, et le moindre grain de sable arrête la chaîne. Alors qu'est-ce qui se passe ? De temps en temps, vous pouvez avoir un incident industriel, vous pouvez avoir un accident de qualité, vous pouvez avoir une erreur dans la procédure qui est humaine, et heureusement tout s'arrête pour protéger la santé du patient. Dans certains cas, et nous l'avons toujours dit, dans certains cas, le prix du médicament est devenu tellement bas que l'industriel ne peut plus investir, soit pour augmenter la capacité alors que la demande mondiale a terriblement augmenté, soit pour moderniser les chaînes et éviter que des chaînes usagées quelque part tombent en panne. Donc dans certains cas, le prix intervient en facteur aggravant. Mais ce n'est pas la seule cause. Dans notre plan, nous proposons, on vous l'envoie, des actions à long terme, à moyen terme, à court terme. Et j'en ai une très simple. Jean-François parlait de problème de publication d'un prix en France parce que l'administration n'a pas d'OcuSagne. Comment ça se fait qu'en Europe, pour des médicaments du quotidien qui sont les mêmes dans toute l'Europe, on n'ait pas un packaging unique,
retiré la notice en 18 langues et mis un QR code qu'on pourrait flasher, et de manière à ce que si l'épidémie de grippe elle arrive un peu plus tôt en Espagne qu'en Allemagne ou qu'en France, on puisse mobiliser des stocks pour aller aider nos amis espagnols et réciproquement. Aujourd'hui, on ne peut pas parce que ce n'est pas la même boîte, il n'y a pas le même nombre de comprimés, la notice est en langue différente. Donc, lutter contre les pénuries, c'est un tout. Et la ministre Vautrin, au mois de février, avait convoqué toutes les parties prenantes pour le plan de lutte des pénuries présenté par le gouvernement pour 2024-2027. Ce plan reprend 90% des propositions que le LEM avait fait un an avant, et nous appelons à la mise en œuvre de ce plan. Et là encore, il y a urgence que les politiques mettent tout le monde autour de la table et qu'on travaille ensemble à résoudre les pénuries. Je vous le disais, nous, notre mission, c'est de fournir un traitement. On se bat pour que, quel que soit le traitement, le patient puisse l'avoir. Oui. Dans vos pistes d'économie, il y a 300 millions d'euros qui seront issus du délistage de médicaments. Donc, quels médicaments sont délistés? Combien sont délistés? Est-ce que ça va s'accompagner d'un plan de bon usage pour le patient? Et est-ce que dans le calcul, vous avez pris en compte le changement de TVA? Alors, ça devient extrêmement technique. Il y a plusieurs éléments que je peux apporter. Ce qui prime, c'est deux choses. C'est la démocratie sanitaire. Comme tu le disais, pour certains patients, ils préféreraient, pour une mycose, avoir le traitement tout de suite sur conseil de leur pharmacien et ne pas être remboursés. Ils peuvent mettre les quelques euros. Certains, dans notre pays, ne pourront pas. Donc il faut que le médicament soit délisté et pas déremboursé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'être remboursé a aussi besoin d'être soigné. Il pourra toujours aller chez son médecin traitant, sur rendez-vous, avoir une ordonnance, retourner à sa pharmacie et être remboursé. Donc ça, déjà, c'est la démocratie sanitaire. Ensuite, sur quelle classe thérapeutique ? On ne veut pas prendre un risque pour le patient. L'idée n'est pas d'avoir les médicaments en vente libre et qu'on ait des problèmes de bon usage. Il y a une étude qui a été faite par nos amis du NERES qui sont intéressés en détail à ce sujet-là, qui ont publié un rapport qu'on pourra vous faire parvenir et qui disent dans d'autres pays européens et dans les plus grands, il y a 4 à 5 fois plus de molécules délistées. C'est encadré, ça n'a pas posé de problème de mauvais usage, ça n'a pas donné lieu à une augmentation des effets secondaires indésirables. Donc bien sûr, il faut que ce soit encadré, il faut qu'il y ait une discussion scientifique avec l'NSM, avec le régulateur. Nous, ce que l'on dit, voilà, il y a une opportunité, on est prêt à contribuer, on est prêt à accompagner, on vous enverra le dossier détaillé. Jean-François, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je veux bien, parce qu'il y a aussi en France quelque chose qui est assez formidable dans notre système de santé, ce sont les 22 000 pharmacies en France, et vous le savez très bien. Mon chiffre n'était pas tout à fait exact, je ne suis pas très loin quand même. Et donc, on a des dizaines de milliers de professionnels de santé que sont les pharmaciens qui sont parfaitement à même de conseiller avec toute la compétence qu'ils ont leurs patients. Et pour répondre vraiment précisément à votre question, les pistes très prometteuses, ce sont tous les maladies, les antifongiques dans les mycoses et les médicaments qui sont utilisés ce sont dans la rhinite, ce sont dans les rhinites, ce sont des pistes prometteuses et c'est sur cette base-là que nous avons calculé les 300 millions d'euros d'économie. Je rajouterais, regardez ce qui s'est passé sur la vaccination avec la simplification du parcours patient et la vaccination en pharmacie. Ça marche très bien. Ils ont su relever ce défi, ça s'est vu pendant le Covid, ça avait démarré un tout petit peu avant et ça s'étend aujourd'hui. Donc. Oui, bonjour, Lise Lévesque, une question pour l'APM. Sur les pistes d'économie que vous avez évoquées, je suis étonnée que vous ne mentionnez pas les biosimilaires et les génériques. Alors, est-ce que ça s'intègre dans une des pistes que vous avez déjà évoquées ou est-ce que c'est un sujet que vous n'avez pas forcément abordé pour l'instant ? Là, on parle d'économie inédite et additionnelle. Ce que vous mentionnez, ce sont déjà un certain nombre d'économies qui sont complètement intégrées dans la prévision budgétaire pour 2025. Donc ce n'est pas une proposition nouvelle. Là, on était sur des choses totalement nouvelles et inédites. Et sur les biosimilaires, par exemple, il y a beaucoup de progrès à faire. Vous n'avez pas de proposition ? Moi, je veux bien répondre sur la question des biosimilaires.
Sur les biosimilaires, on voit bien qu'il y a d'abord les biosimilaires à l'hôpital, les biosimilaires en ville. Les biosimilaires à l'hôpital, la France est aujourd'hui un des pays où la pénétration des biosimilaires est la plus élevée. On est de l'ordre de 80-90% de pénétration des biosimilaires. Donc clairement, le travail a été fait par les centres hospitaliers. Ça fonctionne extrêmement bien. Maintenant, en ville, on voit afficher des taux moyens qui sont extrêmement différents d'un produit à l'autre. Alors là, pour le coup, je suis bien concernée puisque les 2 médicaments aujourd'hui qui sont substituables par les pharmaciens d'officine, ce sont 2 médicaments de mon laboratoire. Les taux de pénétration des biosimilaires sont au-delà de 80%, donc au-delà de l'objectif qu'avait fixé à l'époque la ministre de la Santé. Donc en réalité, le gain potentiel, il est faible. Par contre, il y a déjà des médicaments, grâce à l'avenant signé avec la CNAM il y a quelques années, grâce à l'article 51, qui ont fait progresser énormément les taux de pénétration des biosimilaires dans un certain nombre de classes. Et donc, nous sommes favorables à, en effet, des politiques incitatives auprès du médecin, parce que c'est clairement ce qu'on voit qui a permis un développement harmonieux des biosimilaires qui doit, et on ne souhaite pas, notre recommandation, nous sommes un certain nombre d'industriels du biosimilaire à le pousser, c'est nous ne souhaitons pas refaire l'erreur du générique avec une substitution qui a été mise en place du jour au lendemain et qui a été contre-productive dans certains groupes de patients, mais de favoriser le dialogue entre le médecin et le patient pour justement expliquer, parce que ce sont toujours des produits plus compliqués, expliquer, c'est des patients avec des pathologies plus sévères, donc dans le cadre de la relation médecin-patient, et on voit que tous les mois, la prescription des biosimilaires disponibles augmente, donc de façon régulière. Donc en fait, ça fait partie, en effet, on va dire, des gains qui sont déjà engrangés et nous appelons plutôt des politiques d'incitation auprès du médecin, parce que c'est celle-ci, et une fois qu'on aura atteint le 80% un peu magique, on peut dire qu'à ce moment-là, le médecin il aura le biosimilaire sous sa plume, il n'aura plus besoin d'incitation et on pourra s'arrêter là. Oui, bonjour, Guillaume Sublet pour Pharma Express. Il y a une réforme européenne de l'évaluation qui n'est pas anodine, qui va entrer en vigueur en janvier. Je voulais savoir si vous pensiez qu'il y avait une articulation à faire déjà dans le cadre du PLFSS. Et de manière générale, est-ce que vous jugez que ça peut être plutôt source d'opportunités ou de menaces pour le secteur en France? Et pour l'accès, évidemment. Alors, concernant donc l'HTA européenne, elle rentre en jeu, elle devient effective au 1er janvier pour certaines classes de médicaments, enfin, notamment les médicaments oncologiques, et puis progressivement, ça va s'étendre à l'ensemble jusqu'à 2030. Nous pensons que c'est... alors, ce que nous souhaitons d'abord, c'est que ça ne soit pas une source de délai supplémentaire. Voilà, donc déjà, donc nous sommes en discussion avec un certain nombre d'industriels et de représentants du LEM. Nous sommes en contact régulier avec l'HAS sur ce sujet pour justement voir comment optimiser cette procédure pour qu'elle ne soit pas donc une source de délai supplémentaire, mais au contraire une possibilité d'améliorer l'efficience du dispositif en France, puisqu'on va disposer d'un grand nombre d'expertises au niveau européen. Ça peut être tout à fait intéressant, suivant les cas, que la France s'appuie sur ces expertises de tel ou tel pays. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel nous réfléchissons. Nous avons des contacts réguliers avec eux. Et l'idée, c'est d'en faire une opportunité. Et là, nous avons des propositions, par exemple, d'attendre le dépôt du dossier quand il y a eu un accès précoce, parce que clairement, les médicaments de l'accès précoce vont être les premiers
concernés, enfin en tout cas beaucoup de médicaments oncologiques sont en accès précoce, donc vont se retrouver dans cette situation. Nous recommandons qu'il y ait l'évaluation européenne soit dans le dossier qui est déposé après l'AMM. Ça veut dire qu'il faut attendre encore un mois de plus pour être sûr que la HAS dispose de l'intégralité des évaluations qui a été faite. Voilà, donc c'est des choses assez concrètes que nous leur proposons pour que justement on fasse de cette évaluation qui va mobiliser beaucoup de ressources au niveau européen, dont la HAS, un outil d'accélération au niveau local. Alors, en effet, pour ce sujet-là, il faudrait un changement réglementaire. Alors, le PLFSS de cette année, je ne sais pas si cette modification est vraiment une priorité. Je n'ai pas de connaissance de ça. Je suis conscient du temps. Il y a le temps pour une dernière question. Si nous avons tout couvert. Merci à tous de votre participation. Madame. Une petite précision sur la campagne du bon usage du médicament. Vous avez dit qu'il y a 250 000 occurrences. Il y a eu un pop-up qui s'est mis sur les uns. Et est-ce que puisque vous parliez d'indicateurs de mesure, à combien de reprises le médecin a ajusté son ordonnance? Alors, on a juste un premier vue flash du mois d'août, vu que ça a été installé assez récemment. Il nous faut un peu plus de recul. Je vous ai donné les premiers chiffres qu'on a reçus hier pour partager. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une démarche qui s'est enclenchée et que les médecins sont rentrés dans cette démarche de manière positive. Donc, il faut continuer. Ça montre que quand on se met tous ensemble autour de la table, on peut faire bouger les lignes. Merci à tous de votre attention. À bientôt. La campagne continue et la campagne continuera. C'est dans la durée qu'il faut s'inscrire parce qu'elle fait aussi partie de le bon usage, c'est aussi de l'éducation thérapeutique. Merci à tous. Merci.